Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 16 de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer et pour faire le classement des 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Après avoir fait les 10 pires, le flop 10 hier, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10. Et avec moi, toujours, Wake, ça va toujours? Bah écoute, ça va toujours depuis hier. Oui, l'attente a été insoutenable, hein. Exactement, ouais. Bien dormi, tout ça. Ouais. Ouais, je me suis bien reposé, t'as vu, je suis frais. Oh, bah, évidemment, on tourne les deux à la suite, hein, vous en doutez. Donc, on a parlé un peu de Mac Jones hier. Alors, je ne vais pas te redemander ton avis sur la saison des Pats. Tu as assez souffert comme ça. Mais il y a un point que j'ai oublié d'évoquer. Et voilà, avant qu'on commence, je voulais évoquer ça. C'est Mac Jones en particulier. Il y a eu une action sur lui là, dans le match de dimanche. Il y a eu un roughing de passeur sifflé alors que, en plus, si je dis pas de bêtises, il avait même pas lancé le ballon. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un roughing de passeur alors qu'il a le ballon dans les mains. Ouais. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu penses? Je trouve qu'au niveau de cet arbitrage-là, est-ce qu'il n'y a pas une surprotection finalement des quarterbacks? Ouais, oui, il y a une surprotection, des fautes qui sont sifflées, ouais, les roughing de passeurs qui sont sifflés, qui sont aberrants, même des unnecessary roughness qui sont sifflés sur les safety, les défenseurs, voilà, qui sont aberrants. Tu as un running back qui, la semaine dernière, s'est pris une amende pour avoir baissé la tête avant un contact. Un running back, c'est un peu son rôle de. Voilà, donc c'est vraiment, ça devient n'importe quoi. Entre ça et les holdings non sifflés sur les lignes offensives. Oui, voilà, on va pas faire une demi-heure d'émission sur les arbitres, hein, on pourrait en faire des heures. Alors, il y a cette tendance peut-être à la surprotection, on le voit, hein, alors à une échelle moindre, mais par exemple dans le rugby en France, on voit un peu ça aussi, des gestes où vraiment on met des cartons pour pas grand-chose. Euh, mais comment dire, je pense que c'est aussi le problème d'avoir une ligue qui brasse je ne sais combien de centaines de millions de dollars, peut-être même en milliards, je ne sais pas combien ça se compte, combien ça chiffre plutôt, et qui n'est pas fichu de professionnaliser ses arbitres, quoi. C'est ça. On en est là, complètement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les arbitres ont un boulot à côté de la NFL, quoi. Dans une ligue qui brasse je ne sais combien de centaines de millions de dollars. Après, ils sont pas professionnels, mais ils touchent quand même de l'argent. Ils ne font pas ça Oui, gratuitement. Hein. C'est pas bénévolat. Mais vraiment. oui. Mais voilà, du coup, ça veut dire que il y a moins de formation, il y a moins de temps pour faire de la cohésion. Ce qui se fait dans d'autres sports, on essaye de faire des réunions pour dire voilà, le problème, c'est totalement de faire une erreur. Le problème, c'est parce que moi j'ai arbitré une fois un match de foot US en France, c'était un match d'entraînement. On m'avait dit tiens, est-ce que tu veux essayer de faire ça? Et forcément, on voit pas tout et personne ne verra jamais tout. Le problème, c'est, disons, qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire d'arbitrer de la même façon de deux fautes identiques, que ça donne le même résultat, ce qui n'est pas le cas partout. Complètement différent, oui, ce qui se passe là, cette année. Oui. Mais bon, voilà, moi je désespère de ce que font les arbitres chaque dimanche. Donc, bon, voilà, on va pas en parler des heures parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est comme ça. On va attaquer le top 10. Donc, comme hier, alors, c'est pareil. Je pense pas qu'il y ait un suspense sensationnel pour savoir qui est top 1 cette semaine. Pour toi. CJ. Et yo, CJ! Ouais, c'est CJ Stroud et il n'y a pas photographie, en effet. Ouais, je vous spoil. Hein, c'est évidemment mon top 1 aussi. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Pas de gros suspense. Ça a été un petit peu plus compliqué, je t'avoue, pour trouver la fin du top 10 cette semaine. J'ai un peu galéré. Les performances des quarterbacks n'étaient pas exceptionnelles. Mais bon, on est parti. Numéro 10, j'ai placé Patrick Mahomes,
Alors vraiment, je vous dis, j'ai ramé pour trouver des quarterbacks sur le fond du top 10. Alors, pourquoi je l'ai mis là? Il est à 20 sur 30, 185 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, un fumble perdu sur un sac. Bon, 185 yards, vous me direz, c'est pas sensationnel. Mais j'ai quand même trouvé, et c'est ça que je voulais remarquer, il y a eu un bon premier drive derrière, c'était compliqué, mais je voulais lui reconnaître le fait qu'il a fait ce qu'il pouvait et ce qu'il avait à faire avec ce qu'il avait, et notamment avec le fait que Travis Kelce soit aux abonnés absents, ce qui est quand même très rare. Je crois qu'il finit à un truc ridicule, genre 9 yards ou 7 yards de réception, Travis Kelce. Et du coup, bah voilà, il a quand même distribué à droite, à gauche, un peu avec sa pléiade de receveurs là, où on ne sait jamais lequel est numéro 1, numéro 2. Un coup c'est Rice, un coup c'est Watson, un coup c'est Ross, un coup c'est Moore, Valdez-Scantling. Enfin, vous voyez, je peux en citer 5-6 quoi, qui sont tous à peu près au même niveau. Voilà. Puisqu'il fallait trouver un dixième, j'avais envie de reconnaître à Patrick Mahomes ce fait d'avoir réussi quand même un peu à distribuer un petit peu et, mine de rien, de gagner le match sans Travis Kelce finalement. Cette attaque, elle est inquiétante, hein. Elle m'inquiète. Heureusement qu'ils ont la deuxième meilleure défense de la ligue, d'une façon ou d'une autre, avec pas forcément beaucoup de talent individuel. Ils arrivent à être la deuxième meilleure défense de la ligue en termes de points encaissés. Ouais, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Travis Kelce, je l'avais un peu dit dans le groupe Discord, hein. Ouais. Le vendredi soir, il était de sortie, le mec, hein. Arrivé le jeudi, le vendredi soir, il était de sortie, il était dans un bar. Ça sentait pas bon. Et puis, ce qui ne marche pas à son avantage, c'est que c'est la seule vraie menace de l'attaque des Chiefs. Donc, les défenses savent qui surveiller. En red zone, Patrick Mahomes trouve plutôt bien Rashee Rice. Donc, il a quand même quelqu'un d'autre sur qui compter. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'attaque des Chiefs. Et s'ils ne trouvent pas une solution pour marquer plus de points, ils auront du mal en playoff. Ouais, ben voilà, comment dire, en effet, cette attaque, c'est compliqué cette saison. Heureusement qu'ils ont Patrick Mahomes finalement, parce qu'il arrive à faire ce qu'il peut avec ce groupe limité. Mais en effet, va falloir que l'attaque se mette en marche en ordre de bataille s'ils veulent être candidats à leur propre succession. Mm. Allez, on continue. Numéro 9. J'ai placé Lamar Jackson. J'ai failli faire la blague, tu sais, mon numéro 9 est un running back. Référence à une connaissance commune qui n'aime pas Lamar Jackson. On l'a reçu déjà dans ce podcast et on le salue. Un fan Toku. des Vikings, parce qu'il paraît, fan des poulets. Voilà. Bon, Lamar Jackson, match de gestionnaire, hein, très grosse performance de l'équipe à la course. Un touchdown lancé alors pourquoi il m'affiche 0? Ah, parce que c'est pas lui qui a lancé le touchdown. C'est le remplaçant. Et oui, oui. J'allais dire un touchdown lancé pour Odell Beckham, mais en fait, parce que j'ai bien vu un touchdown d'Odell Beckham, puis là, je regarde les stats de la barre, je vois 0 touchdown. Mais Ouais. en fait, c'était le garbage time, et du coup, on avait commencé à faire tourner du côté des Ravens. Voilà, je voulais. Donc, il est quand même à 21 sur 26 et 187 yards à la passe, et il a quand même couru pour 60 yards également. J'ai trouvé qu'il avait fait quand même son petit match de gestionnaire, Lamar Jackson, et je voulais lui saluer ça. On pouvait avoir tendance à lui reprocher le fait de vouloir en faire trop à une époque, et voilà, il courait dans tous les sens, il voulait. Bon, là, il fait son match tranquille, il n'y a pas besoin de faire plus, ça gagne, c'est efficace. Et finalement, c'est ce qu'on demande à cette attaque des Ravens, hein, de faire des matchs solides et efficaces, dans la mesure où il y a une défense qui est peut-être la meilleure, ou en tout cas l'une des meilleures de la ligue à côté. Et bah, ça donne un bilan de 7-2. Voilà. Et ouais, peut-être la meilleure équipe du moment, on en parlait hier, mais Ouais, voilà. non, Donc, match finalement de Lamar Jackson qui a su ne pas trop en faire. bah, de toute façon, pas trop en faire, il n'avait rien à faire. Du coup, avec la défense qu'il avait et le jeu de course qu'il avait, il n'avait pas grand-chose à faire. Mais ce qu'il a fait, il a fait très bien parce que 21 sur 26, c'est quand même des stats extraordinaires pour 185 yards. Donc ça fait un peu moins de 10 yards par passe, mais ça reste quand même correct parce que ben, il est clean. En fait, il fait un match clean. Et plus il grandit, plus il vieillit,
plus il devient mûr et plus il est efficace. C'est ce que je disais, ce que je répétais dans l'intersaison quand on ne lui donnait pas son contrat. Le mec est jeune, il a été MVP de la Ligue à 22 ans. C'est juste fou, ça n'arrive pas ça, d'être MVP de la Ligue unanime en plus, à 22 ans. Donc non, il n'y a que 2 quarterbacks qui ont été MVP unanimes. Hein. À part lui, je laisse deviner qui est l'autre. Je sais, j'ai déjà parlé de la stat. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a un vrai talent au poste de quarterback. Et ce qui lui jouait des tours, c'est que, bah oui, avec ses qualités physiques, tu ne peux pas ne pas lui permettre de courir. Parce qu'il a des qualités physiques. Donc laissez-le être qui il est, c'est-à-dire un mec qui sait courir, mais il sait aussi passer parce qu'il a montré lors de sa carrière universitaire qu'il savait aussi faire des passes. Oui, et puis il le montre de plus en plus en NFL. Moi, je trouve que il devient vraiment solide. On n'en parle peut-être pas assez de Lamar parce qu'il y a cette défense qui monopolise l'attention, mais non, il fait vraiment une vraie perf solide au poste de quarterback cette saison. Pour moi, il est dans la course au MVP. Hein. Oui, pour moi aussi, parce que finalement, on se dit, on peut en parler de ça un petit peu. On se dit que il n'y a pas de quarterback qui est si exceptionnel que ça. On tend à dire que le MVP, finalement, c'est peut-être juste le prix du meilleur quarterback, en fait. Parce que moi, franchement, si tu me demandes aujourd'hui mes 2 favoris, c'est Christian McCaffrey et Tyreek Hill. Ouais. Donc c'est pas, il n'y a pas de quarterback pour moi dans la discussion, finalement. En tout cas, évidemment que si, on peut parler de Lamar, on peut parler de toi, on peut parler euh, de Jalen Hurts éventuellement, vu le bilan des Eagles. MVP aussi. Hein. Pardon? CJ Stroud, pour moi, commence à rentrer dans la course au MVP. Ah, oui, alors bon, s'il est en playoff, on peut discuter. Je pense qu'il sera rookie offensif de l'année. Je pense que ça, c'est réglé déjà. Est-ce qu'on va lui. Bon. En tout cas, voilà, c'est vrai que cette année, les quarterbacks sont pas tellement à la fête. Moi, mes 2 favoris, c'est 2 non-quarterbacks. J'aimerais bien un jour que ce soit pas un quarterback qui gagne quand même pour montrer euh, que c'est possible. J'ai déjà parlé du fait que j'étais pas d'accord quand ils l'ont donné à Aaron Rodgers au lieu de Jonathan Taylor il y a 2 ans. Mais bon, les Colts avaient raté les playoffs, donc il y avait peut-être de ça qui avait joué. Mais là, quand tu vois les perfs de McCaffrey, par exemple, c'est le mec qui marque un touchdown par match. Bon. En tout cas, oui, Lamar Jackson commence à revenir dans la discussion, oui, pour en revenir au Ravens. Voilà, ils vont avoir des matchs un peu coup près, notamment le retour face à Cincinnati qui sera très important. Mais si, voilà, j'avais dit, hein, le pire adversaire des Ravens, c'est eux-mêmes finalement. C'est la possibilité de se saborder à un moment donné. Et s'ils restent sérieux comme ça, ils vont prendre la division et ils vont être solides en playoff. C'est surtout s'ils restent en bonne santé, parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, ils ont une pléiade de blessures. Et malgré cette hécatombe, ils sont à 2-3 jeux de battre Cincinnati en playoff l'année dernière. Il ne faut pas oublier, ils étaient sur les 2 yards avant de fumble et que le fumble soit retourné pour un touchdown. Donc, vraiment, garder ça à l'esprit. Par retard pour touchdown, ouais. Tout à fait. Donc oui, attention à ces Ravens. On continue numéro 8. Alors, il n'a pas marqué de touchdown, mais pareil, j'avais envie de saluer un petit peu parce que c'est pas facile d'être propulsé comme ça sur le devant de la scène. J'ai placé Aidan O'Connell des Raiders. Donc, je l'ai dit, pas d'interception, 16 sur 25, 209 yards. C'est pareil, en fait, c'est un match de gestionnaire. Et pour une équipe qui était un peu à la dérive, qui vient de changer de coach, c'est jamais facile, ils se retrouvent comme ça titulaire et je l'ai trouvé serein en fait. Alors d'accord, il jouait que la défense des Giants en face qui est un peu à l'agonie cette saison, mais voilà, j'ai trouvé que pour un... Alors, c'est pas son premier match, mais c'est le premier match où il est, comment dire, il a starté déjà, c'est son 3e match cette saison, mais c'est vraiment le premier où il n'est pas là parce que Garoppolo est blessé, quoi. Il est là parce qu'on a dit que c'était lui qui était titulaire. Et ouais, je trouvais qu'il faisait son petit match solide de gestionnaire. Hein. Ce sera peut-être jamais
un mec qui va te faire des matchs à 400 yards, des 5 touchdowns. Mais en tout cas, voilà, il distribuait un petit peu. On aurait aimé voir un petit peu plus d'Avante Adams, je pense. Mais voilà. Le jeu de course, il est aussi bon, c'est compliqué. Et tu dis que la défense des Giants, elle est à l'agonie. Elle est surtout à l'agonie parce que son attaque est à l'agonie. Sinon, la défense des Giants est même plutôt bonne depuis un mois. Ouais, bah c'est ce qui sauvait un peu hein, justement cette équipe des Giants, c'était la défense. Et on revient toujours au même finalement. Quand tu passes ton temps à être sur le terrain parce que ton attaque fait pas le boulot, bah forcément, au bout d'un moment, tu craques, quoi. C'est ça. Et en tout cas, alors ces Riders, on en a parlé un petit peu hier, mais est-ce qu'ils jouent quelque chose? Ils ne sont pas encore éliminés. Donc, tant qu'ils ne sont pas éliminés, c'est une équipe avec beaucoup de fierté, avec du talent offensif notamment, du jeune talent défensif, avec aussi un joueur qui est dans la course au joueur défensif de l'année en Max Crosby. Donc, non, c'est une équipe qui va avoir à cœur, en tout cas, de prouver que c'est une bonne équipe avec des joueurs qui vont avoir à cœur de prouver qu'ils ont leur place en NFL et donc qui risquent d'embêter quelques équipes jusqu'à la fin de l'année. Ouais, bah écoutez, du coup, on verra ce que donne Aidan O'Connell, parce que la question du poste de quarterback va aussi se poser pour les Riders l'année prochaine. Et donc, bah, écoute, on verra si Aidan O'Connell peut être ce quarterback solide qui ferait que bah, peut-être que les Riders s'intéresseraient à un autre poste à la draft. On verra ça dans les semaines à venir. En tout cas, belle première pour le nouveau coach et le nouveau quarterback titulaire des Riders. On continue. J'ai placé numéro 7 et malgré la défaite de son équipe, j'ai placé Baker Mayfield parce que je trouve que la prestation énorme de CJ Stroud a eu tendance à masquer un peu le fait que Baker Mayfield a fait un super match. Et ça se passe à rien de gagner finalement, puisqu'il y a ce game winning drive des Texans derrière. Mais donc il est à 21 sur 30, 265 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. J'ai trouvé en particulier que il avait réussi à distribuer un peu plus. Alors évidemment, son numéro 1 reste Mike Evans, mais par exemple, il a ressuscité Kyle Doughton, qu'on voyait disparu depuis à peu près 2 ans, qui a 6 réceptions pour 70 yards et 2 touchdowns. Et moi, je me disais Kyle Doughton, ok, bon, il a été plutôt bon à l'époque de Brady, mais parce que c'était Brady et que Brady faisait briller un peu tout le monde, était capable de faire briller des joueurs juste corrects. Et puis là, bah, il sort un peu du bois. Voilà, on se retrouve que finalement, cette attaque des Bucks, elle a quand même du monde. Elle a du monde parce qu'elle a Mike Evans, évidemment, elle a Chris Godwin, elle a donc un tight end qui est quand même décent, on va dire. Rachat n'est pas mauvais Qui aussi. ne marchait pas finalement, ça commence un peu à bien se passer pour Rashad White. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu des raisons d'y croire et d'être optimiste du côté des Bucks? Ils seront dans la course pour gagner leur division. C'est la seule façon, c'est le seul ticket pour aller en playoff dans cette division de nul. Donc, ils devront gagner la division. Ouais, Baker Mayfield, moi, je suis pas de ceux qui disent que c'est un mauvais quarterback. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il a pas eu de chance spécialement à Cleveland. Il a été un peu surcoté en sortant de la draft. Et ça, c'est parce qu'il avait performé en universitaire, donc c'était mérité en quelque sorte. Et là, c'est juste un quarterback moyen, mais c'est un quarterback NFL et à mon avis, un quarterback titulaire en NFL. Il le montre, là, il a marqué 37 points. Alors, la défense de Houston a tendance à encaisser des points, mais c'est un joueur qui a des qualités pour jouer en NFL, en tout cas. Et puis, on en avait déjà parlé, j'ai l'impression que c'est un battant. C'est-à-dire que, Il a alors, on du se caractère. un peu de ces quarterbacks qui font 50 000 équipes, là, parce qu'il a fait les Browns, les Panthers, les Rams, il se retrouve aux Bucks. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard aussi. À un moment donné, sa mentalité, elle est appréciée par les staffs NFL. On aime ce genre de mec qui va au charbon, quoi. Malgré, oui, en effet, c'est pas Patrick Mahomes, bon, on le sait. Non, il a des limitations physiques, mais il a un peu le syndrome du petit. C'est les mecs qui sont teigneux, tu vois. Il est teigneux, c'est un battant, c'est un mec qui a du caractère.
c'est un mec qui se laisse pas faire, c'est un mec qui a confiance en lui. Et donc, cette confiance en lui, des fois, ça déteint sur les joueurs autour de lui. Donc, ce qui fait que il arrive parfois à performer dans des équipes qui avaient perdu un peu espoir, parce que les Bucks, c'était un peu ça. Ils avaient perdu un peu espoir, et là, ils le retrouvent un petit peu de couleur sous la direction de Baker Mayfield. Et oui, donc bonne prestation malgré la défaite, et puis on verra ce que peuvent faire ces Bucks. C'est vrai qu'après, il y a peut-être un spot de wildcard à aller chercher en NFC, c'est plus facile. Avant cette semaine, par exemple, c'était les Saints qui avaient le 7e spot virtuel. Sachant que les Falcons étaient en tête de la division, là ça a changé avec les résultats. Mais en effet, ils ont une défense qui est censée performer. Alors, ça ne s'est pas vu sur ce match-là. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté des Buccaneers cette saison. On enchaîne avec le numéro 6. Alors là, tu ne vas pas être d'accord du tout avec moi. C'est bien, on va pouvoir discuter parce que tu m'en as parlé plusieurs fois pour le flop. Et ben moi, j'ai mis Jordan Love ici parce que je trouve qu'on l'a assez cassé, justement. Enfin, moi, je l'ai assez cassé quand ses performances n'étaient pas bonnes. Alors, le match n'a pas été tellement en vue. Pourquoi? Parce que c'est un match qui n'était pas sexy, ni dans l'affiche, ni dans le déroulé. Mais il fait son match quand même. Il est à 20 sur 26, 228 yards, un touchdown, pas d'interception. J'ai trouvé que voilà, il avait quand même fait son match solide. Et bon, je l'ai assez cassé quand il n'était pas bon, que pour une fois où il gagne et où il fait un match solide, j'avais envie d'en parler dans le top. Ouais, il jouait contre des Rams qui avaient Brett Ripien en tant que quarterback titulaire, donc une attaque qui n'avançait pas. Il avait des bons field position pour entamer ses drives. Et au final, il met que 20 points. Donc, ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que la défense des Rams, c'est pas l'une des meilleures de la ligue. Elle est composée de bons jeunes joueurs, un peu naïfs, un peu bleus. Donc, normalement, on devrait, avec le talent qu'il a en attaque, prendre avantage de ce genre d'équipe. Il ne l'a pas fait. Quoi. Là, c'était en plus un match à domicile, donc tu as toutes les conditions qui sont réunies pour que tu gagnes. Une équipe qui vient de Californie, qui va jouer dans le froid glacial du Wisconsin début novembre, tu dois faire mieux que ça. Ouais, ben, de toute façon, j'ai l'impression qu'il est aussi un peu en train de jouer sa place. Hein. Et c'est ce genre de match, mine de rien, s'ils finissent avec un bilan, je ne sais pas, ils sont à quoi là? 3 victoires? 3 victoires pour 1, 2, 3, 4, 5 défaites. S'ils finissent à, je sais pas, moi j'avais dit, parce que tout le monde disait les Packers ils vont être cata cette année, moi je les voyais plutôt autour de 7 ou 8 victoires, bon ce sera peut-être pas autant, mais s'ils finissent à 5-6 victoires, est-ce que c'est pas un moyen pour lui de montrer aux dirigeants que il a peut-être sa place et qu'il faut pas se tourner vers son remplaçant l'année prochaine? Non. Tu peux pas avoir. Tu es à Green Bay, tu peux pas passer des saisons avec 5 victoires, 6 victoires. Tu es à Green Bay. Tu as un standard qui est beaucoup plus élevé que ça. Tu as des attentes qui sont beaucoup plus élevées. On te demande à Green Bay d'être une équipe qui gagne et pour l'instant, c'est une équipe qui perd. Ouais, ben, en tout cas, oui, ça commence à parler de quarterback, évidemment, du côté de Green Bay. Donc, ça fait une équipe de plus qui pourrait être concernée par. Ouais, non, mais après, les équipes, elles sont bien gentilles. Hein, mais Green Bay ne sera pas dans les top picks de la draft non plus. Ils seront peut-être top 10, voilà. Ils ne seront pas top 5. Donc, ça sera compliqué à partir de là de trouver un quarterback parce que je pense que les 3 quarterbacks de la draft seront partis avant le 10e choix. Ouais, mais il y aura d'autres choix à tenter. Je pense à Rattler, par exemple, des joueurs comme ça. Ça, tu fais ça au 2e ou au 3e tour, si j'ai bien compris. Hein. Oui, on fera une spéciale draft de toute façon au mois de décembre, mais en tout cas, je dis une chose pour parler de draft quand même. Je pense que si une équipe comme les Cardinals, je pense pas, parce que je me dis qu'on va bien en gagner quelques-uns avec Kyler Murray, mais on ne sait jamais. Une équipe comme les Cardinals, voire les Bears, se retrouvent avec le premier choix. Les Bears, c'est possible puisqu'ils ont leur et ils ont celui des Panthers.
Si par exemple les Bears disent bah, nous on veut garder Justin Fields comme ils ont fait l'année dernière, ou si les Cardinals sont premier choix et qu'ils disent bah, nous on veut garder Kyler Murray, ou si les Patriots sont premier choix et qu'ils disent non, nous on veut garder Mac Jones par exemple, pour citer quelques équipes qui actuellement sont dans le top. Je pense que pourrait y avoir des grosses offres pour le premier choix et des offres plus importantes encore que ce qu'ont offert les Panthers l'année dernière. Pourquoi? Parce que justement, il y a plein d'équipes comme ça qui ne seront pas dans les premiers choix, mais qui pourraient avoir envie d'avoir un quarterback. On a parlé des Packers, on a parlé des Riders, bon, les Buccaneers peut-être, hein, mais on ne sait pas. Voilà, il y a quand même les Rams, par exemple. Est-ce que les Rams, parce que Matthew Stafford, bon, même si cette saison il était plutôt correct, il fait quand même son âge. Hein, donc, je pense qu'il peut y avoir plein d'équipes qui ont envie d'aller chercher ce premier choix de la draft et du coup que les offres pourraient s'envoler. Mais après, voilà, on fait un peu des spéculations, quoi. Allez, on continue. J'en suis à 5, me semble-t-il. Oui, numéro 5. J'ai placé encore un quarterback qui a perdu parce que je trouve qu'il a fait un super match. C'est Dak Prescott. Moi, bon, il est à 29 sur 44, 374 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, un fumble, mais qui a été recouvert par son équipe. C'est pareil, il a perdu, ça s'est joué à des détails finalement. Hein. Lamb a été monstrueux, la production statistique a été monstrueuse. Et voilà, il manque des détails. Cette conversion à 2 points où il met le pied en touche de pas grand-chose, sinon ça ramène l'équipe à 3 points. Et derrière, il peut y avoir prolongation. Le dernier drive où il se fait saquer 2-3 fois d'affilée, et il se retrouve à jouer une 4e et 30. Voilà, des détails qui ne tournent pas du bon sens du côté des Eagles, mais redondant chez les Cowboys quand même. C'est toujours des détails qui sont redondants qui font qu'ils ne gagnent pas les grands matchs. Ouais, mais finalement, tu vois, comment dire, on n'a pas un Dak Prescott qui passe complètement à côté de son match, comme ça peut être le cas par exemple en playoff l'année dernière, tu vois. Donc je me dis que là-dessus, il y a peut-être une maturité qui commence à arriver. C'est juste qu'à un moment donné, tu joues les grosses équipes et que les grosses équipes, ça arrive que ce soit compliqué et que les petits détails tournent en leur faveur. Il y a plein de fumbles du côté des Eagles qui sont recouverts par les Eagles, donc qui ne sont pas perdus. Voilà, en tout cas, je trouve que sur ce match-là, Dak Prescott, il méritait quand même d'être salué et de saluer sa performance. Tout à fait. Oui. Donc, bon match. On continue numéro 4 du top 10 de la semaine. J'ai placé Derek Carr. Parce que j'avais envie de saluer le fait que cette attaque des Saints commence à tourner. Bon, alors les stats ne sont pas ronflantes, 25 sur 34, 211 yards, 2 touchdowns, mais il a quand même, tu vois, il finit avec un rating de 108. Il a été efficace. Il a été efficace, c'est ça. Et puis, on commence à trouver cette alternance avec Taysom Hill qui n'était pas du tout utilisé en début de saison, qui commence à l'être. Il a un touchdown un à la passe et un à la réception, je crois. Hein, c'est ça, donc il lui manquait que la course. Voilà, il a une équipe qui est quand même assez monstrueuse autour de lui en attaque. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je vois ce groupe de receveurs, je me dis waouh, quoi, ça peut dépoter. Alors, c'est sûr que ça ne dépote pas autant que ce qu'on pourrait espérer quand on a Chris Olave et Michael Thomas, mais petit à petit, ça commence à prendre forme. Ils ne sont pas aidés par les appels de jeu de Carmichael, leur coordinateur offensif, donc j'espérais qu'il saute un peu, mais bon, là, il reste sur 2 victoires, ça va être compliqué. Mais en tout cas, l'attaque commence à performer. Et quand tu as une défense du niveau de celle des Saints, ça donne des victoires. C'est ça. C'est une équipe qui est solide défensivement. Pour moi, la meilleure équipe de sa division, qui a sa place en playoff. Après, va falloir que l'attaque continue à s'améliorer parce qu'ils auront besoin de l'attaque une fois les playoffs arrivent. Oui, ils vont avoir besoin de leur attaque, en effet, s'ils vont en playoff. Mais c'est bien parti pour les Saints qui ont la tête de leur division NFC Sud.
On continue avec numéro 3. Et ben, j'avais parlé de Prescott. Ça me paraissait logique de mettre Jalen Hurts au-dessus, même si la production statistique a été moindre pour les Eagles que pour les Cowboys. Mais il a été plus décisif, il a été plus clutch finalement. Jalen Hurts, c'est un touchdown magnifique pour Devonta Smith. Une conversion en 4e tentative sur 4e et 3 où il trouve Dallas Goedert et finalement ça fait un gain de 15 yards. D'autant plus qu'il est limité physiquement, Jalen Hurts, sur ce match, on l'a vu en premier mi-temps. Et il finit à 17 sur 23, 207 yards, 2 touchdowns. Bon, il y a un touchdown au sol également avec le fameux touche-push. Ouais, tout à fait. Mais voilà, si tu veux, moi, ces Eagles, je les trouve moins rouleau compresseur que l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils m'impressionnent moins. L'an dernier, on se disait tout le temps, waouh, waouh, waouh. Là, je les trouve moins impressionnants, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces, quoi. Parce que, mine de rien, ils sont à quoi, 8-1. Ils sont moins impressionnants parce qu'ils sont moins bons défensivement. Hein. Tu le vois qu'ils encaissent beaucoup de points. Mais là où ils sont meilleurs que l'année dernière, c'est offensivement où Jalen Hurts a encore progressé, je trouve. Même s'il a quand même beaucoup de pertes de balles par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il est encore plus précis et plus clutch, notamment à la passe. Il n'a plus trop besoin de courir, parce que là, de toute façon, il ne peut pas trop avec sa blessure. Mais le touchdown qu'il lance pour Devonta Smith, c'est l'une des plus belles passes de la saison. Ah oui, oui, il est magnifique, hein, il est magnifique, que ce soit la passe, le jeu de pied du receveur. Et ça fait plaisir pour Smith qu'on voyait un peu éteint cette saison par rapport à l'année dernière. C'est vrai que s'il revient au niveau qui était le sien l'année dernière, le combo avec AJ Brown, là, ça peut être redoutable. Hein. Alors, malheureusement, Dallas Goedert, a priori, est gravement blessé, enfin gravement. Il va se faire opérer certainement. Injury réserve possible, donc au moins 4 semaines d'absence. Donc ça, c'est une cible en moins pour Jalen Hurts, mais voilà, elle reste efficace cette équipe et évidemment qu'on la retrouvera en playoff et c'est là qu'il va falloir hausser un peu le niveau, notamment en défense. C'est ça. Leur salut, s'ils veulent remporter le Super Bowl cette année, c'est de s'améliorer en défense. J'y crois moyennement, pour être honnête. Oui, bah on en reparlera au moment des playoffs. Hein, voilà, on verra un peu quelles sont les limites et les atouts de chaque équipe. Voilà, en tout cas, ça gagne. Première place, évidemment, de la division, de la conférence et même de la NFL tout court, puisque c'est la seule équipe à 8 victoires. On continue avec numéro 2 de ce top 10. Bon, là, les deux derniers, j'ai l'impression qu'il n'y a pas gros suspense. Hein. Je t'ai dit que j'avais le même numéro 1 que toi, mais numéro 2, j'ai placé Joe Burrow parce que. Attends, pause. T'as réussi à pas mettre Josh Dobbs dans ton top 10, là? Ah, ben évidemment. Alors, on va en parler. On fait une parenthèse Josh Dobbs. Je ne l'ai pas mis. Alors, je vais donner ses stats à Josh Dobbs parce que c'est intéressant. Alors, ok. Donc, il a été clutch, il a gagné son match, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi je ne voulais pas parler de Josh Dobbs ici? Mais on va en parler. On va en parler. Parce que, alors, je redonne ses stats. Il a 20 sur 30, 158 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, 3 fumbles, dont 2 perdus. Et il concède un safety qui peut coûter le match. Alors, en effet, il a été clutch, si tu veux, mais moi, je le trouve toujours paniqué quand il a la balle dans les mains. Je sais pas, il me donne cette impression de ne pas être serein. Ça va mieux avec les Vikings parce que la ligne offensive fait mieux son boulot que ce que c'était avec les Cardinals. L'équipe autour est meilleure, mais et puis tu vois, comment dire, il a pas ça va encore être des petites passes, on l'a vu, hein, qui c'est qui donne le plus au ballon, c'est Jefferson évidemment, mais même des petites passes pour Jordan Addison a été très peu trouvé par exemple sur ce match-là. Voilà pourquoi j'ai pas. Je pense qu'il ne le connaît pas, c'est pour ça. Ah oui, il ne savait pas qui c'était. Non, mais voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 10 parce que malgré la victoire, et oui, il y a eu ce truc clutch, oui, il court bien, d'accord, ok, super, il court, ok. Si tu veux, Mattison, il court aussi, quoi, si tu veux. Bon. Non, mais alors, je tape pas sur les quarterbacks qui courent. Hein, je suis fan de Kyler Murray, mais bon,
Lamar, il court, ok, très bien, mais je trouve, franchement, on verra, hein, peut-être que je me trompe, mais on verra ce que ça donne, mais je le trouve trop. Enfin, il n'est pas serein, il est paniqué quand il est la balle dans les mains, il ne sait pas quoi faire. Après, moi, je ne te parle pas de sa carrière. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un top 10 quarterback de la ligue. Je ne suis pas en train de te dire tout ça. Moi, voilà, moi, tu fais un top 10 qui récompense les meilleurs quarterbacks ou les meilleures performances de quarterback semaine après semaine. Et quand un mec est tradé le mardi et qui joue le dimanche sans connaître le cahier de jeu, sans avoir pris une seule rep avec les joueurs qui sont en offense, c'est-à-dire que même le centre, on ne savait pas sa cadence, etc. Toute l'histoire du mec fait qu'il mérite une place dans son top 10, dixième, entre deuxième et dixième, peu importe où. Tu le mets où tu veux. Parce que bien évidemment, les stats, il faut quand même. Voilà, on est toujours dans le règne des stats et que les stats, elles ne sont pas extraordinaires. Mais elles sont. Quand on met. C'est pour ça que moi, je contextualise toujours. C'est pour ça que Clayton Tune, je ne l'aurais pas mis en flop 1. Je contextualise toujours. Je me dis, la performance qu'il réalise, dans les conditions dans lesquelles il réalise la performance, est exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a un contexte, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais franchement, mais même là, hein, sur ce match, je parle vraiment de ce match-là, je trouve qu'il manque de sérénité. Là, il s'en tire bien parce qu'il arrive à courir. Il manque de concéder un sac sur le 4e tentative comme il fait au match. Il s'en sort très bien, il court, il arrive à s'en sortir. Mais tu ne peux pas être quarterback NFL si tu es aussi paniqué avec le ballon dans les mains. Et franchement, je ne suis pas optimiste pour les Vikings. On verra sur d'autres matchs face à une meilleure opposition. Bien sûr, je ne suis pas optimiste non plus, mais il a réussi à faire un 2-minute drive en ne connaissant pas le playbook. Donc, je ne sais pas quel jeu il a appelé dans le duel parce qu'il ne les connaissait pas, le mec. Donc, il ne connaissait pas les jeux. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a fait. Vraiment, je me pose vraiment la question comment tu fais pour faire un 2-minute drive sans connaître le playbook et sans connaître le nom des receveurs et le cahier de jeu. Non, l'année dernière, quand il avait été signé aux Rams, il avait joué. Je me demande si c'était pas un Thursday Night Football. Enfin, deux jours après, il avait appris le playbook dans l'avion. Mais cette performance, elle est. Et puis, ouais, non, elle est exceptionnelle. Face à une défense, face à une très bonne défense de la ligue. Donc, pour moi, elle est exceptionnelle, cette performance. Écoute, on en reparle la semaine prochaine. Je te promets que si les Vikings battent les Saints la semaine prochaine et leur très bonne défense, je mettrai Josh Dobbs dans le top. C'est sûr, ça va être compliqué. Parce que les Saints, c'est pas les Falcons hein, en termes de défense. Et je pense que c'est là on risque de voir le fait qu'il est compliqué sous la pression. Mais s'il y avait une semaine où on pouvait le mettre dans le top, c'était celle-là, tu vois. Mais je me demande si je l'ai pas. Non, je crois pas l'avoir mis avec les Cards. Même que... Quand tu as battu Dallas, tu l'as pas mis? Je sais pas. Peut-être que je l'ai mis cette semaine-là. Ouais. Je vais les fouiller. C'était quoi, semaine 2? Ouais, c'est la semaine 2 où il tape Dallas quand même. Oh, il leur met 28 points. Hein. Tout de suite, parce que j'ai mes petits documents là. Tac, tac, tac. Semaine 2. Alors, semaine 2. Je pense que je l'ai mis. Je vais regarder. Alors, ça, c'est le flop 10. Non. Alors, c'est semaine 2. Alors, attends. Semaine 3, peut-être. Semaine 2, ça doit être les Giants, ouais. Semaine 3, c'est quand on perd en menant. Semaine 2, c'est quand on perd en menant de je sais pas combien de points à la mi-temps. Donc, non, écoute, je l'avais pas mis, l'ami Dobbs face aux Cowboys. Bon, mais promis, s'ils battent les Vikings, il sera la semaine prochaine. Mais vraiment, je n'ai pas confiance en lui et je le trouve vraiment. Je trouve qu'il manque de sérénité. C'est pas que parce qu'il a été aux Cards et que ça s'est pas bien passé. C'est vraiment, je le trouve pas serein et moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors, on va en revenir quand même à Joe Burrow. Parce que, mine de rien, 31 sur 44, 348 yards, 2 touchdowns à la passe. Et c'est ça que je voulais regarder, que j'ai oublié de regarder, c'est le fait qu'il n'ait pas fait briller, en tout cas dans la red zone, ce ne soit pas les habituels Chase, Higgins et Boyd qui brillent,
c'est des joueurs qu'on attendait beaucoup moins. Il y a Irv Smith et puis il y a un autre touchdown, je ne sais plus. Sample, je crois qu'il s'appelle le gars. Ouais, c'est ça. Donc, il distribue. Bon, évidemment que notamment Higgins et Chase sont là, même si Chase est un peu plus limité cette semaine. Je crois qu'on a fait les frais face à moi en fantasy, d'ailleurs. Ouais, il est blessé, Jamar Chase, donc là, il va avoir du mal à finir la saison correctement. Ouais. Ben, en tout cas, voilà, Joe Burrow, depuis qu'il a plus sa blessure, là, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait avec cette attaque des Bengals. Et moi, je me dis, va falloir que les équipes adverses soient très, très fortes offensivement, parce que cette attaque, quand elle est menée comme ça, me semble difficile à arrêter. Donc, la défense et le talon d'Achille des Bengals, ça redeviendrait peut-être finalement la défense, même si là, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Joe Burrow, et comme tu l'as dit, une fois qu'il est en bonne santé, il rappelle à tout le monde qu'il est top 3 quarterback de la ligue. Donc, en effet, c'est une équipe qui, si elle se qualifie en playoff, comme j'ai dit sur mon podcast, si elle se qualifie en playoff, elle sera dangereuse. Mais il faut déjà se qualifier en playoff parce que, bon, ils sont 4e de leur division. Ils sont derniers de leur division, mine de rien. S'ils sont pas, ils sont 3e. Ils ont fait un très beau match. Et en effet, alors, va y avoir, comment dire, il y a cette attaque éventuellement excuse-moi, cette équipe des Ravens qui va être compliquée à aller chercher. Mais va y avoir un match assez décisif, hein, finalement, le match retour, là. Ça peut être quelque chose. Mais a priori, ils sont quand même bien placés pour se qualifier, même si ce serait mieux pour eux de réussir à aller chercher une division. Alors, eux, non, mais moi, je pense que la division pour eux, c'est mort, très honnêtement. Mais s'ils se qualifient, c'est en étant wildcard, 2e de leur division. Éventuellement, le 3e de cette division pourrait se qualifier. Mais voilà, pour eux, pour être tranquille, il faudrait qu'ils aillent chercher la 2e place. Sauf que pour aller chercher la 2e place, il faut taper les Steelers et leur défense. Et il faut taper les Browns et leur défense. Et ça, c'est pas gagné. À un moment donné, il va falloir gagner les matchs de division. Et tu disais, la division, elle te paraît inaccessible. Finalement, ils sont qu'à 2 matchs. S'ils battent les Ravens, alors évidemment, s'ils perdent contre les Ravens, a priori, c'est fini. Mais s'ils battent les Ravens sur le match retour, ils reviennent à un match. C'est faisable. Hein, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut prendre en compte. Ils ont plus droit à l'erreur. Ouais. Ah oui, bah, ils ont gâché leur cartouche en début d'année, là, et c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. On a voulu à tout prix faire jouer Joe Burrow alors qu'il n'était pas en état de jouer. Donc, bon, en tout cas, belle victoire. Il vient quand même consécutivement de taper les Seahawks, les Niners et les Bills. Hein. Tout à fait. Donc c'est quand même du costaud. Et en effet, va falloir aller gagner ces matchs de division face à la défense des Steelers, face à la défense des Browns, face à la défense des Ravens. Et pour l'instant, on en a parlé de ça, donc je sais que tu es au courant. Qu'est-ce qui se passe pour toute la FC Nord pour l'instant, si la saison s'arrête aujourd'hui? Ils sont tous qualifiés en playoff. Ils sont tous qualifiés en playoff. Ce serait du jamais eu, les 4 équipes. Donc voilà, hein, comme tu sais, j'espère qu'il y en a une qui va se planter. Mais bon, malheureusement, l'équipe que tu espères qui va se planter, elle est plutôt solide. Donc, l'équipe, pour moi, la pire équipe de cette division, ça reste quand même les Steelers, qui sont, à mon avis, la pire équipe que j'ai vue de l'histoire, qui a 5 victoires et 3 défaites. Ouais, mais c'est je me rappelle pas ça. Offensivement, je parle, parce que défensivement, ils sont exceptionnels, mais aussi chiante à avoir joué. Je ne me rappelle pas d'une équipe aussi chiante à avoir joué. Il faut virer ce Matt Canada là qui est une mais catastrophe. C'est même pas le problème, hein, très honnêtement. Le problème, c'est que tant que ça gagne, eh ben, ils ont envie de continuer dans le même moule, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est le problème ou si c'est pas le quarterback, là, très honnêtement. Oui, donc c'est pour ça que moi j'aurais viré le coordinateur offensif plutôt déjà là pour souffler un souffle nouveau à cette équipe.
Allez, on va terminer avec le numéro 1. Il n'y a aucun suspense cette fois. Tu ne vas pas lever les yeux au ciel quand je vais t'annoncer que j'ai placé CJ Stroud, évidemment. 30 sur 42, 470 yards, 5 touchdowns, pas d'interception. Que dire ce match? Et pourtant, alors ça m'arrangeait doublement pas, moi, les Texans. Pourquoi? Parce que j'ai un pari sur les Buccaneers en playoff, donc j'aurais bien voulu qu'ils gagnent. Et puis, on a le premier tour des Texans l'année prochaine, donc le plus ils perdent, le plus les fans des cartes sont contents. Mais bon, il a été à couper le souffle. Il a été, enfin, franchement, quelle performance! Putain, il y a tout qui a bien tourné. Hein. Ils ont même mis un field goal réussi par un running back. C'est là que ça permet de te dire, dis donc, les kickers qui font que ça de leur journée et qui arrivent à en rater des coups de pied comme ça. Non, mais il y a tout qui a tourné. Et puis ce game-winning drive, 75 yards en 40 secondes. Le touchdown d'avance, un touchdown sur 4e tentative. Quand il trouve Dalton Schultz, ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. CJ Stroud, ce qu'il a fait là, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. C'est Brady-esque, j'ai envie de dire. Et je dis pas ça à tout bout de champ. Une équipe très bien coachée, avec une défense que j'aime bien, mais qui concède quand même pas mal de points, ça il faut se l'avouer. Et ce qui augmente la difficulté de l'attaque. Et avec des receveurs qui sont bons mais pas exceptionnels, il fait le taf. Donc Nico Collins qui fait une très bonne saison, Tank Dell le rookie aussi, Dalton Schultz qui est son meilleur ami quand c'est compliqué. Et en plus, il a réussi cela sans Damian Pierce, le running back titulaire de deuxième année. Donc il faut chapeau l'artiste parce que faire ce qu'il fait en tant que rookie, être pour moi dans la conversation MVP à son âge est tout bonnement exceptionnel. Oui, bah c'est sûr qu'en tout cas, à moins qu'il se blesse et qu'on le voit plus, ça pourrait être plié pour Et je pense que même s'il se blesse et qu'on ne le revoit plus, c'est déjà plié. Très honnêtement. On disait la même chose de Devon Chain et puis finalement, il s'est blessé, le pauvre. Bon, ouais, il est impressionnant. Et alors, c'est marrant parce que tu vois, je te parlais de Bryce Young et je te disais, ouais, lui, on disait ses capacités, ses deuxième, troisième lecture, etc. Il était très bon là-dedans. Et c'est marrant parce que CJ Stroud, on disait que c'était un peu l'inverse. On disait, oulala, mais lui, il est très bon, mais alors, par contre, dès qu'il a de la pression, c'est foutu. Et finalement, il dégage une espèce de sérénité. Tu vois, je te parlais de Dobbs qui n'était pas serein, mais alors Stroud, tu le vois jouer, waouh, quoi. Il a il dégage un truc, quoi. Et pourtant, comme tu l'as dit, il n'a pas un groupe de receveurs avec des noms très ronflants. Il n'a pas de jeu au sol, ça n'avance pas au sol du côté des Texans de manière générale. Desmond Pierce, c'est décevant. Il a une ligne offensive où il y a eu quand même pas mal de blessures. Donc, non, faire ce qu'il fait avec le groupe qu'il a et à son âge et en sortant de draft comme ça, où il s'est fait taper dessus à base de ouais, on a fait un quiz, c'était quoi? Il y a eu un test mental là, en gros, il est débile. Enfin, franchement, non, vraiment, moi je dis chapeau, hein, chapeau et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe des Texans jouer. C'est une équipe que je pensais en difficulté cette année. Et au final, c'est une équipe qui va lutter pour les playoffs. Ouais, bah moi je te disais, tu vois, alors les bookmakers avant le début de la saison annonçaient que les Cards seraient premier choix et que les Texans seraient deuxième choix, donc ce qui aurait voulu dire qu'on aurait eu les choix 1 et 2. Et moi j'avais dit, non, mais vous faites pas d'illusions les gars, les Texans, ce sera plutôt 8, 9, 10e choix, mais pas deuxième choix, ils ne seront pas aussi cata. Et finalement, ce sera peut-être même encore moins que ça, parce que ouais, en effet, ils sont en la lutte pour aller en playoff, quoi. Ils sont à la lutte. Alors, bon, dans leur division, les Jaguars, quand même, font figure de très gros favoris. Ouais, ils sont impressionnants. Ils sont prenables. Pas impressionnants que ça. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, sinon, pourquoi pas un spot de wildcard? Non, franchement, ouais, vraiment, super perf de CJ Stroud. S'il continue comme ça, elle va être redoutable, cette équipe des Texans. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord.
Allez, avant de se quitter, est-ce qu'il y a d'autres noms à part Joshua Dobbs que tu aurais voulu voir peut-être mentionner? Mis à part Josh Dobbs, je vois pas qui d'autre mentionner Bah, cette semaine. Samuel, je l'aime, même s'il a une interception dégueulasse, je trouve que c'est un quarterback qui fait une plutôt bonne saison. Donc ça, je tenais à le souligner encore une fois. Dès que je peux le dire, de toute façon, je le dis. Dès que je parle des Commanders, je parle de Samuel. Il fait une très bonne saison à mon goût pour sa première saison en tant que titulaire. Donc il a déjà gagné une deuxième saison en tant que titulaire. Donc on verra ce que ça donnera jusqu'à la fin de l'année. Mais pour moi, voilà, Samuel mérite, pourrait, alors pas dans le top, mais aurait pu se glisser dans le top 10. il aurait pu être cité, ouais. Bon, bah, en tout cas, j'essaye de regarder vite fait s'il y a des quarterbacks que je n'ai pas évoqués qui auraient des grosses notes au niveau du rating au-dessus de 100. Non, non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Patrick Mahomes. Tac. Alors, tu sais qui sont presque les deux meilleures notes sur la semaine là, au niveau du rating? Non, vas-y, dis-moi. C'est drôle, c'est Tyler Huntley, mais parce qu'il a joué que 5 snaps et il a lancé un touchdown. Pardon, 7 passes et un touchdown. Et puis c'est Jaren Hall parce qu'il a joué qu'un quart-temps et qu'il a complété 5 passes sur 6. Jared Hall, il avait fait un bon début de match. Il était arrivé dans les 5 yards, dans les 5 yards des Falcons. Hein. Je n'évoque pas évidemment hein, quand c'est des quarterbacks qui font des bouts de match. Notamment, j'avais dit les Colts, ils ont trouvé l'astuce là, en début de saison parce que Richardson jouait une mi-temps, Minshew jouait une mi-temps. Donc, c'était compliqué de juger sur une seule mi-temps. Donc, voilà. Bon. Mais en tout cas, voilà, on est quand même globalement d'accord. En tout cas, d'accord évidemment sur le numéro 1 incontestable. Et c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode 16 de Franchise QB. On se retrouve la semaine prochaine pour le flop et le top de la semaine. On sera à quoi là? 10 semaine 10 de NFL. Portez-vous bien et à bientôt. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Merci à tous. Bye bye. Allez, ciao.